Les suspects arrêtés à Vincennes dans le cadre de la lutte antiterroriste sont des Irlandais, membres d'une organisation dissidente de l'IRA. Yasser Arafat a quitté Beyrouth pour Athènes sous escorte militaire française. Yvon Gattache et Pierre Mauroy, le gouvernement doit tenir ses promesses pour éviter un effondrement de l'économie, dit le président du CNPF. Et puis, la mort d'une grande star, Ingrid Bergman, elle avait 67 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est au terme d'un suspense de près de 2 jours que l'on a enfin appris l'identité des 3 suspects dont l'arrestation dans le cadre de la lutte antiterroriste avait été annoncée d'une manière qui n'avait rien de confidentiel. On se souvient en effet de ce communiqué laconique donné samedi soir par la présidence de la République elle-même. Les 3 suspects seraient en fait des Irlandais, membres d'une organisation dissidente de l'IRA, l'INLA, c'est-à-dire l'Armée de Libération Nationale Irlandaise. Mais il ne faut pas trop vite avancer en besogne, les informations sur cette enquête sont distillées au compte-gouttes et de manière parfois contradictoire. Les 3 suspects viennent d'être déférés il y a quelques minutes devant le parquet de Créteil et notre reporter Daniel Lecomte a pu bénéficier, je crois, de quelques éléments intéressants. Oui, c'est donc ici, au parquet de Créteil, que sont arrivés à 19h, il y a 1 heure maintenant, les 3 terroristes. Ils étaient précédés par un important dispositif policier. À l'heure actuelle, ils sont entendus par le procureur de la République de Créteil, M. Barrère, et par M. Persson, le doyen des juges d'instruction de Créteil, chargé de cette affaire. J'ai rencontré personnellement M. Barrère cet après-midi. Il m'a confié que les terroristes n'ont pas été très bavards avec les policiers ce week-end. S'ils parlent français, ils préfèrent recourir à un interprète pour s'exprimer. Et puis, ils semblent très susceptibles sur le qualificatif de terroriste. L'un d'entre eux aurait même affirmé qu'ils possédaient armes et munitions pour se défendre contre les soldats britanniques. Ce qu'ils ont dit aux policiers devrait néanmoins suffire à les inculper. 3 chefs d'inculpation seraient retenus contre eux par le procureur de la République: recel et usage de faux documents administratifs, détention d'armes et d'explosifs et association de malfaiteurs. On m'a confirmé en effet que les 3 personnes auraient reconnu devant les policiers leur appartenance à l'IRA, une appartenance qui n'a pas été confirmée à Dublin aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, les 3 personnes devraient être placées sous mandat de dépôt. Dans ce cas, elles seraient transférées d'ici, derrière moi, à la prison de Fresnes dans la soirée. J'ai appris à l'instant que le procureur de la République donnerait tout à l'heure une conférence de presse. Voilà, IRA ou INLA, c'est à voir, nous le disions tout à l'heure. Dans cette affaire, rien ne s'est déroulé selon les schémas normaux, en tout cas habituels. Rien, à commencer donc par ce fameux communiqué de l'Élysée. C'était samedi soir. Bruno Ledret. L'affaire a débuté samedi soir à 20h42 avec cette dépêche de l'agence France Presse. L'Élysée annonce 2 arrestations dans les milieux du terrorisme international. Des arrestations qui ont eu lieu dans cet immeuble de Vincennes, dans la proche banlieue parisienne. Les gendarmes du GIGN qui ont mené l'opération ont d'abord arrêté 2 hommes, puis quelques heures après, une jeune femme. Il s'agit de Mary Reid, Michael Plunkett et Stephen King, tous 3 membres de l'INLA, l'Armée de Libération Nationale Irlandaise. Dans l'appartement, on a retrouvé des documents, des armes, 2 pistolets de fabrication tchécoslovaque et 1 de fabrication française, ainsi que 500 grammes d'explosifs. Les 3 Irlandais ont d'abord été emmenés à la caserne du château de Vincennes, où ils ont été gardés au secret et interrogés par la gendarmerie, puis ils ont été transférés au quai des Orfèvres, où c'est le commissaire Broussard lui-même qui a mené les interrogatoires pour le compte de la police. Alors si l'Élysée a tenu à donner quelques solennités à l'annonce de ces arrestations, c'est bien entendu pour prouver l'efficacité du dispositif lancé il y a 2 semaines par le chef de l'État et concrétisé donc par l'installation de Joseph Franceschi. Mais déjà un certain nombre de dents ont grincé parmi les policiers qui se sont sentis mis à l'écart dans un premier temps, mais aussi chez les partisans de la Cour de sûreté de l'État récemment dissoute. L'institution avait du bon, dit-on ce soir dans ces milieux-là. Oui, il y a un certain nombre de questions qui se posent. D'ailleurs, Daniel vient de nous le dire, les 2 hommes sont muets, la jeune femme aussi. Reste à espérer que les documents trouvés à Vincennes ne le soient pas. Tout ce qu'on sait pour l'instant d'informations supplémentaires, c'est que l'un des 2 hommes, qui s'appelle Michael King, était un exécutant fiché par les Britanniques, on vient de le savoir, tandis que le couple était plutôt responsable d'une base logistique, comme il y en a plusieurs en France, un refuge ou un lieu de passage pour les Irlandais qui, c'est vrai, n'ont jamais sévi en France.
Il faut savoir aussi à qui étaient destinés ces explosifs opérationnels qu'on a également trouvés à Vincennes et dont la nature permettra peut-être d'ouvrir une piste. 3 hypothèses, il faut les formuler. Un attentat à l'étranger contre un objectif britannique, et là on reparle de l'attaché militaire britannique à La Haye, il semble que ce soit la piste pour l'instant la plus crédible. Deuxième hypothèse, un attentat en France contre un objectif britannique, ça ne s'est jamais passé mais ça peut se produire. Et troisième hypothèse également, un attentat en France contre un objectif français. Alors vous savez qu'en effet certains mouvements extrémistes sous-traitent en quelque sorte ce genre d'opération en échange d'armes, de refuges ou même d'opérations semblables dans d'autres pays, cette sous-traitance d'ailleurs rendant encore plus difficile l'identification des coupables. Alors la comparution en effet de ces 3 individus devant le parquet de Créteil est en fait le premier test important de l'efficacité du fonctionnement normal des procédures judiciaires depuis la disparition de la Cour de sûreté de l'État. Certains magistrats et certains policiers ont regretté devant moi aujourd'hui la disparition de la garde à vue de 6 jours et des possibilités étendues de perquisition nuit et jour qui étaient les prérogatives de la Cour de sûreté de l'État et qui étaient très utiles dans ce genre d'affaires. Et aussi le test qui est la présentation de ces 3 personnes devant le parquet et le juge d'instruction de Créteil peu spécialisé évidemment dans les affaires de terrorisme. Alors je sais d'ailleurs qu'on a réfléchi toute la journée sur l'opportunité de transmettre le dossier au parquet de Paris en le reliant à une autre affaire. Et puis on a pu reprocher à l'opération d'être annoncée à grand renfort de publicité, puis d'avoir été un peu rapide. Oui, d'après ce que je crois savoir, il était temps de les arrêter rapidement, puisqu'on dit qu'ils étaient prêts à passer à l'action dimanche. Mais où? En France ou à l'étranger? Ça n'a pas été précisé. Le fait que cette opération donne un coup de lustrage supplémentaire au GIGN du commandant Christian Proutot, qui n'en a d'ailleurs pas besoin personnellement, ne gâche pas l'affaire sur le plan politique, mais ça risque peut-être d'augmenter l'agacement qu'on a déjà vu de la police, qui aurait très bien pu être chargée de l'opération, et qui a d'ailleurs été chargée par l'entremise de la brigade criminelle du suivi de l'affaire un peu plus tard. Alors certains optimistes pensent que cette décision va créer une saine émulation entre les divers services de sécurité. Enfin, on verra bien. Ce que l'on constate ce soir, c'est que la lutte contre le terrorisme est entrée dans les faits dans le domaine réservé du président. L'enquête démontrera si cette affaire précise d'aujourd'hui était le bon moyen de le démontrer. Voilà, Paul Lefebvre, dernier élément de notre réflexion ce soir sur ce dossier, une fiche d'identité de cette armée de libération nationale irlandaise, l'INLA, qui jusqu'alors en effet n'avait jamais opéré sur le territoire français. Philippe Châtenay. L'INLA, c'est-à-dire l'Armée nationale irlandaise de libération, dont on voit ici des militants rendre les honneurs à un de leurs camarades tué lors de l'attaque d'un poste de l'armée britannique, est à la fois un allié et un rival de l'IRA provisoire, l'autre organisation clandestine terroriste en Irlande du Nord. Rival parce que l'INLA est issue d'une scission idéologique au sein de l'IRA qui a éclaté en 3 groupes. L'IRA officielle, qui prône la lutte exclusivement politique et qui a pratiquement perdu toute importance. L'IRA provisoire, la plus nombreuse et la plus puissante, de tendance nationaliste. Et puis l'INLA, beaucoup plus proche de l'idéologie marxiste. Dans les quartiers catholiques de Belfast, chaque groupe a ses propres bastions où la population lui est totalement acquise. Mais l'IRA provisoire et l'INLA ont un point en commun. Ils affirment que seule la lutte armée pourra obliger les Britanniques à évacuer l'Ulster. Une étroite coordination militaire règne entre les 2 groupes. L'INLA ne compterait que quelques dizaines d'hommes aguerris et bien armés, mais elle a revendiqué bon nombre d'attentats, le plus célèbre ayant tué le député conservateur Erin Nive en plein Londres, le plus récent, vendredi dernier, qui a fait 3 morts, dont un soldat britannique. L'association Irlande Libre dénonce ce soir dans un communiqué l'utilisation faite par l'arrestation de 3 mouvements, donc du mouvement républicain, 3 membres du mouvement républicain. Ce ne sont ni les tueurs de la rue des Rosiers, ni ceux de la Villa d'Oriol qui sont arrêtés, mais des militants d'une armée de libération nationale qui ne sont pas plus terroristes, disent ce communiqué, que ne l'étaient en leur temps les résistants français. Autre arrestation hier après-midi à Paris, mais sans aucun rapport avec les précédentes, celle d'Oreste Scalzone, soupçonné d'être l'auteur de 2 tentatives d'assassinat en Italie et qui faisait l'objet de 3 mandats d'arrêt internationaux. Les policiers italiens ont assisté les policiers français dans cette arrestation. La femme et l'avocat d'Oreste Scalzone redoutent maintenant son extradition. En Italie, mon mari était connu. Il était un leader des mouvements d'étudiants pendant les 68. Il a 35 ans, il était un militant politique d'à 20 ans. Il était avant dans les partis communistes, après a quitté à 15 ans les partis communistes, il était dans l'extrême gauche toute sa vie. Il était un militant très connu, très public.
Il travaillait comme enseignant. Il faisait toujours des travaux de propagande politique. Il écrivait des journaux, il faisait des tracts, il faisait du travail politique. Scalzone ne se cachait pas en France, il avait obtenu un titre de séjour, il était ici donc de la façon la plus régulière. C'était là encore quelqu'un qui avait ici, dans notre pays, je dirais une attitude d'homme qui ne se sentait nullement menacé. Et la police savait parfaitement où il en était, et les autorités administratives aussi. Il se pourrait qu'il y ait une extradition de Scalzone? Pour ma part, j'ai une lecture qui est une lecture de principe des textes. Les textes, c'est-à-dire notre loi interne de 1927, la convention bilatérale passée entre la France et l'Italie, et qui est plus que centenaire, indique qu'en aucun cas une extradition ne doit avoir lieu lorsque cette extradition est demandée obéit à des mobiles politiques. Les motifs italiens sont des motifs évidemment politiques, et ce ne serait pas sur ce point, je dirais, avoir quelque complicité que ce soit avec quelque entreprise infernale que ce soit, de dire non, le respect de la loi avant tout. Virgile Tanase, ou Tanase, le dissident roumain disparu depuis quelques mois de son domicile, serait vivant et en bonne santé. Il n'aurait pas du tout été enlevé par les services secrets roumains, affirme Le Matin, qui a retrouvé sa piste. Mais il serait actuellement protégé par la DST pour éviter précisément toute tentative des partisans du régime Ceausescu. C'est donc de son plein gré qu'il aurait choisi la solution proposée par les policiers français. C'est en tout cas l'hypothèse donc avancée et développée dans le journal du Matin de demain. L'évacuation des Palestiniens du Liban. Aujourd'hui, une nouvelle page d'histoire avec le départ pour Athènes de Yasser Arafat. Il part par bateau vers Athènes, où il arrivera donc après-demain, mercredi, dans une cohue indescriptible. Nos envoyés spéciaux à Beyrouth, Gérard Sebag, Patrice Duterte et Frédéric Grassor. Dernier portrait de Yasser Arafat que l'on accroche. Dernière minute de Yasser Arafat à Beyrouth. Cérémonie d'adieu pour Yasser Arafat. Il est reçu par l'ensemble de la gauche libanaise, venu ainsi témoigner sa sympathie. Dernière déclaration également de Yasser Arafat à Beyrouth. Ceci n'est qu'une étape. Ne vous inquiétez pas, nous continuerons notre lutte, où que nous serons. Portrait, valise, qui marque ce départ. Scène déchirante, de femmes se jetant dans ses bras. Bousculé, sous une pluie de riz, il gagne la voiture qui va le mener jusqu'au palais du Premier ministre libanais, M. Shafiq El-Wazan. Fatigué apparemment par cette épreuve, soutenu par M. Walid Jumblat, le chef de la gauche libanaise, il se reposera quelques instants dans ce palais avant de reprendre la route du port, alors que dans ces rues de Beyrouth, une véritable cohue, une véritable corrida de véhicules qui l'accompagnent, de combattants qui tirent des rafales d'armes automatiques en l'air. Arrivé dans les ruelles étroites du port de Beyrouth, qui a tant souffert de 7 ans de guerre civile et également des bombardements israéliens. C'est donc ainsi que prend fin la présence de Yasser Arafat et de l'OLP à Beyrouth, dans cette capitale du Liban, où il a résidé pendant 10 ans, où il a installé son poste de commandement et son poste avancé pour lutter contre Israël. Cette présence a pris fin sous les coups de butoir de l'armée israélienne et après ce siège dramatique de 2 mois de Beyrouth. Les pressions intérieures de cette gauche libanaise qui l'accompagne pourtant aujourd'hui, les pressions internationales, font que Yasser Arafat s'en va au milieu de cette foule, à Yasser Arafat amer et secoué, même s'il ne l'avoue pas. Après ce départ, quel sera l'avenir de la cause palestinienne? Yasser Arafat a demandé que le 2e REP, le 2e régiment étranger de parachutistes,
soit le dernier régiment de militaires à lui rendre les honneurs avant d'embarquer sur le bateau grec qui le mènera en mer, escorté par 2 bâtiments militaires. Non, les Palestiniens ne sont pas finis. Ils continueront dans d'autres pays, dans tous les pays arabes. Ils termineront avec les présidents, avec les rois de ces pays arabes. Avec le roi Fahd, avec Bourguiba, avec tous les autres. Mais les Palestiniens ne finiront pas. Tristesse dans le regard de ces Palestiniennes qui voient partir ainsi Abou Ammar. Nous sommes le peuple palestinien. Abou Ammar est parti, mais nous restons quand même le peuple palestinien. Ce que nous voulons, ce sont nos droits. Nous ne combattons ni l'Amérique ni Israël. Nous voulons nos droits et notre terre. Même cette petite fille qui prend son biberon, elle se battra contre les Américains, les Israéliens et les pays arabes. Oui, bien sûr, nous sommes tristes après le départ d'Abou Ammar. Nous nous battrons tous seuls. Nous n'attendons rien des pays arabes. J'espère simplement que les Américains et les Européens comprendront le drame palestinien. Mais les pays étrangers nous ont aidés, mais les Arabes nous ont abandonnés. Voilà ce que j'ai à dire. L'arrivée de Yasser Arafat dans la capitale grecque coïncidera avec la visite officielle à Athènes de François Mitterrand, mais Michel Vauzel, le porte-parole de l'Élysée, a affirmé que le président de la République ne rencontrerait pas Yasser Arafat en Grèce. S'il doit le rencontrer, ce ne sera pas dans une capitale étrangère ou en catimini, dit l'Élysée. Pologne, demain le Grand Test, on verra si les membres de Solidarité ont envie de suivre les exhortations du général Jaruzelski, qui a pratiquement laissé entendre hier que l'état de siège serait levé si les Polonais ne manifestaient pas demain. Le chef de l'État a par ailleurs pris des précautions. Le quadrillage de policiers à Varsovie est impressionnant. Plusieurs organisations en France ont appelé à manifester demain, donc jour anniversaire des accords de Gdansk. La mort de Nahum Goldman, le dernier des hommes politiques juifs à avoir joué un rôle essentiel dans la création de l'État d'Israël. Mais depuis longtemps, Nahum Goldman, 87 ans, avait pris ses distances avec les actuels dirigeants israéliens. Philippe Rochaud. C'était Nahum Goldman dans les derniers mois de sa vie. L'histoire retiendra de lui qu'il a fondé le Congrès juif mondial, mais surtout qu'en négociant avec l'Allemagne le versement d'une indemnité de 500 millions de Deutschmark après la Seconde Guerre mondiale, il a pu assurer la survie d'Israël. Pourtant, Nahum Goldman a pris plus tard ses distances avec l'État hébreu, notamment après la guerre de 67. Parce qu'il croyait au dialogue avec les Arabes, il a rencontré Sadat et Hassan II, plaidé pour la création d'un État palestinien et condamné la dernière offensive israélienne au Liban. J'espère qu'Israël apprendra d'être plus flexible et de ne pas avoir l'ambition d'avoir un État de faire la grande politique et des victoires et être fier d'avoir des victoires dans le champ de bataille, mais retournera aux grandes ambitions juives, c'est d'être religieux, d'être philosophique, d'être éthique, de créer des grandes valeurs morales, spirituelles pour le monde. Un tel Israël, je suis sûr, aura non seulement un peu, mais vivra en grande coopération et amitié avec les Arabes après un certain temps. Une délégation de l'Assemblée nationale en ce moment à Pékin, c'est son président Louis Mermaz qui la dirige, avec lui une dizaine de députés de la majorité et de l'opposition, venus assister au 12e congrès du PC chinois. La délégation rencontrera demain les principaux responsables de l'État. Nous retrouvons sur place Daniel Brem. Chong, vice-président du comité permanent de l'Assemblée nationale, et surtout le maréchal Ye Jianming, 84 ans, compagnon de route du président Mao, qui ne reçoit que très rarement des visiteurs, ont dit et répété combien leur pays souhaitait le réchauffement des relations franco-chinoises. Les 3 rencontres qu'aura le président Mermaz avec l'homme clé du régime, le président Deng Xiaoping, puis avec le numéro 2 de l'État, le président Hu Yaobang, et enfin avec le Premier ministre, pourtant tous accaparés par l'ouverture du congrès de leur parti, confirmeront sans doute ce désir d'ouverture.
Le rapprochement souhaité avec Paris, malgré les divergences réaffirmées par M. Mermaz à propos du Cambodge, peut permettre à la Chine de rééquilibrer sa politique extérieure entre les États-Unis, l'URSS et le Japon. Elle peut aussi espérer, et elle ne s'en cache pas, conclure sous certaines conditions des accords économiques autorisant par exemple l'achat d'avions sophistiqués pour sa défense. L'Assemblée nationale française qui compte depuis ce matin un nouvel élu représentant la 2e circonscription de la Polynésie. Il s'agit de M. Salmon, de tendance RPR, comme son prédécesseur qui avait démissionné au début de l'été. Un candidat au poste de secrétaire général de l'UDF actuellement occupé par Michel Pinton. Il s'agit de Jacques Dominati, ancien ministre sous Valéry Giscard d'Estaing. Michel Pinton qui ce matin disait dans le quotidien de Paris que l'opposition devait jeter les bases d'un pacte de salut national. Le président du CNPF à l'hôtel Matignon, Yvon Gattaz, a passé 3 heures en compagnie de Pierre Mauroy, mais semblait toujours à sa sortie de Matignon très ferme et très inquiet sur les perspectives économiques. Si la rentrée sociale est difficile, on a expliqué que la rentrée économique, elle, risque d'être catastrophique. Nous ne pouvons pas admettre que le gouvernement ne tienne pas au moins 3 engagements qu'il a pris vis-à-vis des entreprises. Premier engagement, le blocage aveugle des prix doit cesser impérativement le 31 octobre prochain pour toutes les professions de l'industrie, du commerce ou des services, comme promis. Car vous savez que ce blocage asphyxie d'innombrables entreprises qui sont aujourd'hui en quelque sorte condamnées à vendre à perte. Deuxièmement, le 16 avril, le gouvernement nous avait solennellement promis de n'augmenter ni les charges sociales ni les charges fiscales des entreprises jusqu'au 1er juillet 1983. Or, moins de 2 mois plus tard, il imposait à ces mêmes entreprises la prise en charge de 1% de la TVA, ce qui représente 5 milliards de nouveaux francs sur 4 mois. Il doit en quelque sorte les rembourser à nos entreprises. Les résultats désastreux de notre commerce extérieur et le nombre croissant de faillites sont des signaux d'alarme qu'il serait suicidaire de négliger. Un nouvel emprunt lancé par l'État, c'est le 3e pour l'année. Il sera lancé le 15 septembre avec un intérêt de 15,75%. Il sera remboursable en 7 ans et il porte à 30 milliards les emprunts publics de l'État pour 82. Et puis une baisse d'1/4 de point du loyer de l'argent que vient d'annoncer la Banque de France ce matin. Il sera désormais de 14,25%. Mais cela ne change rien pour le moment dans les taux d'intérêt pratiqués, par exemple pour vous, dans l'immobilier ou l'automobile. Circulation perturbée ce matin sur de nombreux axes routiers par des opérations escargots lancées par de petits commerçants à l'appel du Sidunati pour protester contre les récentes mesures gouvernementales. Des opérations qui sont le prélude à d'autres actions, a annoncé Gérard Nicou qui a parlé par exemple d'une grande marche sur Paris fin octobre. C'est une grande dame, une très grande dame du cinéma qui s'en va et qui laisse un nouveau vide dans le cinéma mondial tragiquement touché en 82. Ingrid Bergman est morte hier à Londres, le jour même de son 67e anniversaire. On parle toujours dans ces cas-là des suites d'une longue maladie. Il s'agit bien évidemment du cancer. L'actrice suédoise connaissait son mal, en parlait, parfois vous le verrez avec humour. Plusieurs générations auront vibré avec elle et personne n'oubliera les extraits que nous commente maintenant Georges Bégaud. I tried to stay away. I thought I would never see you again. That you are out of my life. Casablanca en 1942 fut le premier grand succès d'Ingrid Bergman à Hollywood. La jeune actrice suédoise avait traversé l'Atlantique à la demande du producteur américain Selznick. La pureté de son regard, le naturel de son jeu, la force de son caractère l'imposèrent très vite parmi les stars. Elle prenait dignement la relève de Greta Garbo. Il y eut Pour qui sonne le glas avec Gary Cooper. Ensuite, le fameux baiser des enchaînés qui défraya la chronique. Ici Père Devlin, y a-t-il des messages pour moi? Si j'étais si indifférent, vous le sauriez. Mais vous n'avez encore rien dit. Les actes parlent autant que les mots. Il y en a un?
Lisez-le, s'il vous plaît. En 1949, lorsqu'elle découvrit le néo-réalisme italien et les films de Rossellini, Ingrid Bergman demanda à le rencontrer. Ils vécurent ensemble 8 ans, mais sur le plan du cinéma, l'union fut moins heureuse et les films de l'époque italienne comptent moins que ceux qui suivirent son retour à Hollywood. On se souvient d'Elena et les hommes, d'Aimez-vous Brahms, d'Anastasia ou encore Le crime de l'Orient Express pour lequel elle eut un Oscar. Elle ne cessa de travailler en Europe et en Amérique, au théâtre et au cinéma, jusqu'en 1978, où elle retrouva son compatriote Ingmar Bergman pour la sonate d'automne. Pour ce long voyage. Je l'ai vu en vitrine dans la Bahnhofstrasse et je l'ai passé, il m'a l'air perfection. Et pas cher, une véritable affaire. Ce n'est pas mal, tu ne trouves pas? Il te va très bien. Bon, si on déballait un peu ses valises. Aide-moi s'il te plaît, chérie, parce que j'ai mal au dos. Les stars n'existent plus. C'est fini. Mais vous existez. Oui, j'étais peut-être, mais maintenant, ça n'existe plus. Alors, la carrière, la femme, c'est devenu un métier. Bon, bah attendez, écoutez, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 semaines, est paru en France, ici Paris, 7 pages. Oui. Voilà. Dernier combat d'Ingrid Bergman. Oui, c'est ça que je voulais dire quand je disais. Opérée 2 fois aujourd'hui, lutte contre la mort, ses enfants ne la quittent plus, on a l'impression que, quand j'ai lu ça, j'ai dit, elle va pas venir à apostrophe, elle est en train de mourir. Bon, on m'a dit non, pas du tout, elle allait très bien à ce moment-là. On trouve toujours les photos, vous savez, les photos où on est un peu effrayé, comme ça. Ou quelque chose comme celui-là au lit. Vous êtes au lit. Oui, je suis au lit, mais George Sand, c'était à côté de moi, mais on coupe, n'est-ce pas? C'est une photo d'un film, ça. Ah, c'est une photo de film, ça? Oui, sûr. Ah bon? Mais c'est personne qui dit ça. C'est toujours tous mes enfants. Ça, c'est les enfants, il y a 10 ans. Oui, il y a 10 ans. Ça se montre tout autour de moi. Non, mais ça m'a pris un grand choc voir ça. Mais oui, la dernière lutte contre la mort. Alors, j'ai acheté le journal tout de suite pour savoir combien de temps j'ai encore. Oui, beaucoup de panache et beaucoup de courage. Pour sa sortie, c'était il y a 2 ans tout juste. Son dernier rôle à l'écran fut pour interpréter Golda Meir dans la vie donc de Madame Golda Meir qui présida aux destinées de l'État d'Israël et que vous pourrez prochainement voir sur Antenne 2. Les sports maintenant avec tout d'abord la composition de l'équipe de France de football qui doit rencontrer demain la Pologne en match amical. Je vous laisse découvrir la liste communiquée par Michel Hidalgo. 2 bleus parmi les bleus, vous le voyez, Bijota et De la Montagne. En cyclisme, le forfait de Bernard Hinault dans le Grand Prix de Clouet cet après-midi et peut-être, commence-t-on à dire, pour les championnats du monde de l'Esther. En tout cas, le champion français semble assez déprimé. Puis un bien beau record en athlétisme, le 4 x 800 mètres, record mondial détenu désormais par les Anglais autour de Sebastian Coe. 4 x 800 mètres cet après-midi au Crystal Palace de Londres. Sébastien Coe, ici témoin bien serré dans la main droite, entame les 2 derniers tours de piste d'une course où Peter Elliott, Gary Cook et Steve Cram permettent aux champions olympiques du 1500 mètres à Moscou de pulvériser le record du monde de la spécialité. 1:43,9 dans le dernier relais, Coe et l'équipe britannique battent le précédent record du monde détenu par les soviétiques de près de 5 secondes sur une distance non olympique. Le triple recordman du monde du 800, 1000 mètres et miles retrouve sa meilleure forme à 1 semaine des championnats d'Europe à Athènes. En grande forme aussi, Laurent Baumède pour les pronostics météo. Absolument, j'ai l'impression pour ma dernière semaine de présentation météo, ça se présente pas trop mal. C'est vrai, il y a un grand paquet de nuages qui est passé sur le nord-ouest aujourd'hui. Il sera dans le sud-est demain, suivi par de l'air plus frais, les températures en baisse, mais je pense qu'après-demain, eh bien, on devra avoir une remontée du baromètre et le retour du soleil sur la majeure partie du pays, si tout va bien. On va voir la carte pour demain, encore beaucoup de nuages. Le matin, des Pyrénées-Orientales au Massif central, au nord des Alpes et au Jura, avec des petites pluies prenant un caractère orageux en montagne. Sur le sud-est, ce sera encore le soleil le matin. Partout ailleurs, retour donc des belles éclaircies, avec tout de même des gros nuages avec des averses principalement dans le nord et des éclaircies plus belles dès le matin dans l'ouest. Le soir, cette bande de nuages aura lentement glissé vers le sud-est. On la retrouvera tout à fait le soir sur le sud des Alpes et sur la Corse. Et partout, donc, il se généralisera un temps instable avec soleil, c'est vrai, mais encore des averses dans tout l'est du pays et des éclaircies nettement plus belles dans l'ouest. C'est un peu le beau temps qui revient par l'ouest. Du côté des températures, eh bien, on a changé d'air. La chaleur est dans le sud-est et la fraîcheur dans le nord-est. Nord-ouest, baisse des températures partout.
16 à Cherbourg, 17 à Lille, 18 à Brest, 20 à Paris, 19 dans le centre à Limoges, Tours et Bourges, 20 à Clermont-Ferrand et 27 seulement dans l'extrême sud du pays sur les côtes méditerranéennes, 26-27 en Corse. Ce sont les maxima pour demain. Enfin, pour conclure, eh bien, l'agenda, bien sûr, c'est la Saint-Aristide si je ne me trompe, et mercredi, donc théoriquement, plus de soleil dans la majeure partie du pays. Voilà, je vous rappelle brièvement les titres qui seront développés à 23h15 par Hervé Claude. Les suspects arrêtés à Vincennes dans le cadre de la lutte antiterroriste sont des Irlandais qui seraient membres d'une organisation dissidente de l'IRA. Yasser Arafat a quitté Beyrouth pour Athènes sous escorte militaire française. Yvon Gattaz était chez Pierre Mauroy. Le gouvernement doit tenir ses promesses très rapidement pour éviter un effondrement de l'économie, a-t-il dit. La mort de Ingrid Bergman, 67 ans, et puis cette toute dernière nouvelle, la saisie des émetteurs de Radio Solidarité à la veille d'une manifestation possible le 31 août demain, donc à Varsovie. C'est la première fois que la police polonaise réussit à mettre la main sur ces émetteurs de Radio Solidarité. À 23h15, donc Hervé Claude, et demain à 12h45, Bernard Langlois. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain encore à 20h. Bonsoir à tous.